Normalement, on donne cette formation-là à des groupes beaucoup plus petits, puis on va en pratique à l'extérieur pour faire cette partie-là. Fait que juste rapidement, dans le fond, pour voir, Stéphane avait montré un peu les quantités de végétaux que ça prenait pour faire des blocs de verger, comme on le fait avec le verger permaculturel. Fait que juste quand on voit différents arbres, j'ai regardé ce matin avec Pierre pour à peu près les prix que vous avez ici en euros pour les différents types de végétaux. Bien, on peut voir que ça peut monter rapidement quand on veut faire un bloc complet, principalement parce que Stéphane disait les vivaces. Les vivaces, avec 7200 vivaces, ça vient faire des montants qui peuvent être assez élevés si on se dit qu'on s'en va tout dans une pépinière et on achète tout. Fait qu'on comprend que de préparer notre propre pépinière, il va vraiment avoir des avantages au niveau du contrôle des coûts qui peuvent être intéressants. Fait que juste aussi en termes de l'espace qu'une pépinière peut prendre, ça, c'est peut-être pas très clair, là, mais c'est une pépinière, dans le fond, qu'on avait à la ferme qui fait juste ça. Sur environ 150 mètres carrés, il y avait plus que 2000 arbres. Fait qu'on peut quand même produire du matériel dans des espaces assez petits. Puis quand Stéphane vous parle des phases d'abondance de Mollison, c'est un peu le résumé de ce que j'en fais. Dans le fond, quand on part un projet comme ça, puis qu'on vise beaucoup sur la diversité, mais de commencer puis d'acheter 50 plants de chacun des cultivars et tout, ça va nous coûter extrêmement cher. Fait que dans le fond, les premières choses qu'on veut faire quand on établit notre verger, c'est vraiment d'aller chercher ce maximum d'espèces-là pour qu'on puisse, dans le fond, avoir tout de suite notre, disons, biodiversité fonctionnelle, puis aussi de pouvoir la tester. Une fois que ces plants-là vont avoir poussé, puis vont être bien implantés, c'est là qu'on va pouvoir avoir notre abondance de matériel de propagation. Fait qu'à partir de ces végétaux-là qui sont bien implantés, on va pouvoir, dans le fond, multiplier les nôtres, puis éventuellement, quand tout ça va se mettre à produire, c'est là qu'on va avoir, dans le fond, un maximum de récolte. C'est certain que si vous avez les moyens, si vous avez les capitaux disponibles, ça va être beaucoup plus rapide d'implanter tout d'une seule shot. D'une seule shot, je ne sais pas comment le dire en français. D'un seul coup, mais... Ouais, désolé, j'ai peut-être un langage québécois encore plus coloré que Stéphane, donc ça peut ressembler à ça des fois. Fait que c'est là, après ça, qu'on va avoir, disons, les différents types de récoltes. C'est certain, la première méthode de propagation qu'on va utiliser, principalement pour les vivaces, dans le fond, ça va être des modes de multiplication sexuelle, donc principalement avec des semis. Fait que, dans le fond, avec les semis, juste quelques petites règles. Vous n'avez peut-être pas besoin de tout prendre ça en note, là. On va vous les fournir à la fin. Mais on utilise différents types de terreaux, dépendamment des semis qu'on a à faire. Mais généralement, on va y aller avec un mélange commercial qui va être composé à peu près de la première ligne que vous voyez en haut. Là, dans le fond, un 30% de compost mûr, beaucoup de vermiculite. C'est des mélanges qui sont souvent stériles, fait que c'est pas nécessairement, disons, le mieux de ce qu'on cherche quand on veut faire des végétaux, mais pour la multiplication, quand on part nos semis, on évite beaucoup des problèmes de maladies fongiques et tout qu'il pourrait y avoir. Fait que juste pour le démarrage des plantules, on passe en terreau stérile, et ensuite, quand on va transplanter, c'est là, dans le fond, qu'on va mettre le compost puis qu'on va vouloir inoculer la vie. Pour les différentes graines, les différentes graines qu'on va retrouver, le plus important, c'est le dernier point qui est ici, la scarification, la stratification, dépendamment. Il y a, disons, les végétaux, en évoluant au fil de l'évolution, ont développé certaines méthodes pour protéger ou retarder la germination des graines, pour éviter que, disons, je suis un plant de tomates, je pousse, je commence à faire des fruits, mes premiers fruits tombent par terre, je ne voudrais pas être envahi, dans le fond, des plants de tomates qui sont là. Donc, la tomate, par exemple, a développé des mécanismes qui font qu'il faut que les fruits pourrissent totalement au sol avant que les graines, dans le fond, il y a une petite membrane de gélatine qui est autour, avant que cette membrane-là disparaisse puis qu'elle puisse germer. Fait que ce que ça fait, c'est que les prochains plants qui peuvent germer et pousser vont généralement pousser quand le plant mère va être mort. Fait que différents types de végétaux vont avoir développé d'autres adaptations, mais le plus commun, principalement pour les fruitiers puis les plantes des pays tempérés qu'on veut multiplier,
Ça va être dans le fond des scarifications thermiques qu'on va avoir besoin. Fait que généralement, ils ont besoin d'avoir une certaine période au froid, à des températures près du gel ou sous le gel, dépendamment, mais pendant un certain nombre d'heures avant de pouvoir germer. Fait que on comprend pourquoi, c'est juste pour qu'une plante puisse germer généralement au printemps versus germer à l'automne puis crever tout de suite pendant l'hiver. Mais fait que c'est ça. Une fois qu'on a fait ces différents types de traitements, je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, c'est assez clair. Okay. On va utiliser, dans le fond, différents types de contenants. Un qui monte de plus en plus en popularité, dans le fond, c'est des petites presses comme ça pour faire nous-mêmes nos blocs de terreau comprimé. Fait que ça fait des blocs comme ça qui viennent déjà avec un trou, fait qu'on a juste à mettre une graine dans chacun. Ça marche quand même assez bien. Puis l'avantage avec ça, c'est que la transplantation est très facile. Par après, on peut juste le redéposer, c'est de la terre. Il n'y a pas de problème avec ça. Et une chose à faire attention aussi, juste quand on fait nos différents retransplantations dans des pots de plus en plus grands, c'est d'éviter l'enroulement des racines. Parce que dans le fond, quand on vient avec des pots qui sont conventionnels, disons qui sont juste une paroi en plastique ou une paroi en carton ou de matériel rigide, quand la racine va arriver en contact avec le pot, elle va commencer à se mettre à spiraler. Et le danger avec ça, c'est qu'une fois, dans le fond, qu'il y a un peu trop de spirales qui sont faites, même si on les retransplante dans un milieu qui est totalement ouvert, les plantes vont conserver ce mouvement-là, puis ils vont finir par s'étouffer puis mourir. Fait que pour essayer de prévenir ça, on va vouloir les couper, mais sinon, il y a des nouveaux types de contenants qui existent qui vont favoriser, en anglais, on appelle ça du air pruning. Dans le fond, c'est des contenants qui ont différents petits compartiments comme ça, puis qui poussent les racines dans les coins. Puis quand la racine vient en contact avec l'air, il va y avoir une taille naturelle de la racine qui va se faire. Donc, l'avantage de ces pots-là, c'est qu'ensuite, quand on les retransplante, il y a plein de petits nœuds de racines qui sont déjà là, qui ont été coupés, donc ça va favoriser la ramification. Fait qu'au lieu d'avoir, comme souvent quand on achète des plants, des fruitiers et tout, ça va venir souvent à racines nues ou en contenant, mais il y a un gros avantage de produire dans des pots comme ça, parce que sinon, quand ils sont déplantés, la plupart du temps, c'est fait dans des pépinières de manière assez industrielle. C'est avec des pelles, puis je ne sais pas si vous avez déjà regardé les réseaux racinaires, de quoi ça a l'air. On voit des grosses racines qui ont été coupées quand même assez proches du tronc. Fait que de former, dans le fond, des arbres déjà dans des contenants comme ça, ce que ça va faire, c'est que la majorité des grosses racines vont déjà avoir été coupées, puis après, ce qui va repartir, c'est un paquet de petites racines. Fait que ça va vraiment faire une ramification plus rapide, puis le choc de transplantation va être beaucoup moins important. Fait que, petit détail comme ça à tenir en compte. Sinon, la plupart des végétaux, quand on va venir dans les espèces fruitières et tout qu'on va utiliser dans le verger, vont demander une multiplication végétative. Une multiplication végétative, en gros, c'est pour... attends, je vais reprendre ma phrase. Un peu, c'est quand on a une certaine lignée génétique qu'on veut conserver. Parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec la définition entre variété et cultivar. Je ne sais pas si ça vous a déjà été expliqué. En fait, une variété, c'est un sous-groupe dans une espèce. Exemple, je ne sais pas, on va prendre comme nous, à la ferme, ce qu'on utilise, c'est le fèvier d'Amérique comme le fixateur d'azote. Puis une variété, dans le fond, c'est un sous-groupe qui va avoir des caractéristiques spécifiques, mais qui vont être reproductibles par graine. Quand on dit reproductibles par graine, c'est qu'ils vont conserver ces caractéristiques-là, si on les replante par graine, dans plus de 90% des cas. Fait que l'exemple, nous, le fèvier qu'on utilise, c'est le fèvier inermis, qui est une variété sans épines. Donc, on peut les replanter directement de graines, et la plupart du temps, ils conservent ces caractéristiques-là. Au contraire d'un cultivar, comme par exemple la pomme, la plupart des rosacées et tout, qui sont des cultivars, qui veut dire cultivate variety. Fait que dans le fond, c'est une variété cultivée. Ça a un génome qui est assez complexe, que lors de la pollinisation, si on replante une graine, on a généralement, les sources se mélangent un peu, là,
Mais en moyenne, on dit une chance sur 10 000 d'avoir même pas la même chose, mais quelque chose de semblable au plan mère. Fait que c'est pourquoi la plupart de ces végétaux-là, on va les multiplier de façon végétative, ce qui veut dire de créer des clones. Donc, quand on regarde, comme aujourd'hui, puis quand Stéphane parlait de diversité, oui, il y a la diversité interspécifique, c'est-à-dire entre les espèces, mais c'est pourquoi la diversité aussi au sein même de l'espèce requiert une certaine importance, parce que quand on a un verger de pommes conventionnelles ou ce qu'on a, je ne sais pas, moi, 20 000 pommiers qui sont tous du même cultivar, ça veut dire qu'on a 20 000 clones. C'est exactement le même individu génétiquement qui est reproduit. Donc, dans les différents types de multiplication, c'est certain pour les vivaces, les plus faciles, c'est la division des mottes. Fait que ce soit des mottes ou des rhizomes, dépendamment du type de racines qu'ils vont faire, on peut juste sortir la plante du sol, la diviser. Souvent, ça va avoir pour effet de rajeunir cette plante-là. Fait que ça a quand même des effets bénéfiques autres que la multiplication pour la plante. Puis on peut les reproduire quand même assez rapidement, assez facilement. Sinon, pour les plantes à rhizomes, exemple, disons la consoude, qu'on parle beaucoup en permaculture, on peut juste prendre les rhizomes, et c'est une plante qui se reproduit assez facilement. Que les rhizomes, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une espèce de grosse racine charnue. Fait que il y a beaucoup de réserves de sucre et d'amidon à l'intérieur. Donc, on peut venir la diviser, puis juste planter des petits bouts de rhizome, puis ça va nous redonner des plants, dans le fond, qui vont refaire une plante complète. Sinon, dans les premiers modes de multiplication de végétaux qu'on va utiliser, ça va être le marquetage. Le marquetage, j'avoue, il y a peut-être ce beau petit texte-là qui l'explique. Mais en gros, c'est quand on va prendre quelques-unes des parties aériennes de la plante, on va prendre une branche, par exemple, puis quand la branche va venir retoucher le sol, puis qu'elle va plus être en contact avec la lumière, puis en contact avec un milieu humide, elle va commencer, dans le fond, à refaire des racines. Parce qu'il y a des cellules qui sont indifférenciées, qui, en fonction du milieu dans lequel ils se retrouvent, vont reprendre, disons, différentes fonctions de la plante. Donc, dans ce cas-là, de refaire des racines. Fait que si on a un exemple qui est assez commun pour la vigne, c'est souvent comme ça, on va juste prendre un rameau, on va le mettre au sol, puis on va pouvoir faire différents plants. L'avantage par rapport à ça, c'est que tout le long qu'on essaie de favoriser l'apparition de racines, on a quand même des futurs plants qui sont encore connectés au plan mère. Donc, on a beaucoup moins de problèmes avec les stress hydriques, les manques d'eau ou quoi que ce soit, parce qu'il est encore connecté au plan mère. Il y a déjà un système racinaire qui est là. Fait que ça, c'est pour le marquetage par couchage. Il y a différentes sortes de marquetage qu'on peut faire. Un autre qui est utilisé, c'est le marquetage aérien. Ça, le marquetage aérien, c'est comme, par exemple, on a une branche qui sort déjà de l'extérieur du sol. Fait que disons qu'elle est comme ça. On viendrait juste faire une incision sur la branche, disons sur 1 ou 2 centimètres, pour venir exposer le cambium, qui est la partie vivante de la plante. Puis après ça, on va ramener un substrat autour. Comme on voit ici dans l'exemple, souvent, ça va juste être dans un sac de plastique. Mais sinon, moi, je le fais beaucoup. C'est beau. Je le fais beaucoup pour des plantes d'intérieur qui sont un petit peu plus difficiles à aller dehors pour les reproduire. Puis on utilise juste de la mousse de sphène ou des choses comme ça. Fait qu'on peut utiliser de la terre, mais n'importe quel substrat qui va juste garder de l'humidité parce qu'encore une fois, la plante est encore connectée au système racinaire. Donc, c'est vraiment juste de forcer l'apparition de racines. Puis une fois qu'on a revu qu'il y a des racines dans le petit sac, on va pouvoir couper juste en dessous. Puis dans le fond, on a une nouvelle plante qui a déjà un système racinaire. Puis sinon, le dernier mode de marquetage, c'est le marquetage pour but. C'est cette méthode-là qui est utilisée pour reproduire la plupart des porte-greffes des fruitiers. Parce qu'on va le voir tout à l'heure avec le bouturage, mais la plupart des fruitiers se reproduisent très mal par bouturage. On peut y aller, mais on va peut-être passer beaucoup d'efforts pour avoir un taux de succès qui est assez faible. Fait que c'est une méthode qui est quand même assez simple. La plupart de ces végétaux-là, quand on va les couper, ils vont avoir tendance, dans le fond, à redrageonner puis à artiger. Fait qu'on va un peu forcer ça. On va venir couper la plante
quelques centimètres au-dessus du sol pour la forcer à redrageonner. Une fois qu'il va avoir des petites tiges qui vont avoir commencé à repousser, on va amener, moi ce que je suggère, c'est peut-être plus du sable ou un substrat qui est vraiment pas trop dur pour les racines. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que dans le fond, quand on vient mettre notre substrat, on va favoriser dans le fond l'apparition de racines sur toutes les parties qui sont encore sous terre. Donc, à un certain moment donné, disons à l'automne, si on a fait ça la même année, on viendrait à l'automne, puis là, en tassant notre sable, étant donné que c'est un matériel qui se tasse assez facilement, on ne vient pas trop endommager les racines qui sont très fragiles, qui se sont formées à la base de chacune des tiges, puis on vient juste, dans le fond, le séparer du plan mère. Fait que comme ça, on va avoir plein de petits différents plants qui sont des clones, qui vont avoir déjà un système racinaire, puis qu'on va pouvoir replanter. Fait qu'exemple ici des photos à la ferme, c'est comme ça, c'est des porte-greffes. Ceux-là, c'est pas nous qui les avait reproduits, c'était des porte-greffes qu'on a achetés, mais c'est la méthode qui est utilisée en pépinière un peu plus commerciale, industrielle. Fait qu'on a juste fait une tranchée, ils sont plantés, on peut le voir, ils sont quand même assez denses, puis ensuite les pommiers peuvent être protégés. Ici, on voit dans le fond les solutions, le paillage de plastique qu'on utilise pour contrôler contre les mauvaises herbes. On a de l'irrigation et tout qui passe en dessous. Puis éventuellement, il y a un certain choix qui va être fait au niveau des tiges pour lesquelles vont être greffées, ce qu'on va voir plus tard. Puis je tiens à vous le dire tout de suite, la greffe, c'est un travail de moine. Quand on a 2000 arbres comme ça dans une petite section, ça prend quand même assez de temps à les regreffer tous un après l'autre. Mais je m'avance sur quelque chose qu'on va voir plus tard. La technique, je vous dirais qu'on utilise le plus parce que ce qu'on reproduit en majorité, surtout dans les parties de verger qui sont déjà implantées, c'est les arbustes. Fait que beaucoup, quand on parle des cassis, des groseilles, des gadelles, un peu tous les végétaux qu'on va avoir, on va les reproduire par bouture parce que pour nous, c'est le mode qui demande le moins de travail. Fait qu'il y a plusieurs types de boutures qu'on peut faire en fonction, dans le fond, de la dureté du bois. Fait que si on a, dans le fond, une tige qui est un peu plus herbacée, qui est encore très verte, très molle, ou bien si on a un bois qui est un petit peu plus dur, ça va juste avoir une différence d'incidence sur la technique qu'on va utiliser. Fait que les deux premières, je les ai regroupées ensemble parce que ça se ressemble beaucoup. C'est dans le fond pour tout ce qui est le bouturage de bois tendre ou on dit aouté, dans le fond, c'est quand que le bois a commencé à durcir puis en préparation pour la prochaine saison de dormance, qui est généralement l'hiver, ou des sécheresses dans certains autres pays. Fait que ce qu'on va faire pour les boutures en verre, ça va être de prendre des rameaux de l'année. Fait que exemple sur encore ce merveilleux bout de... C'est quoi? C'est pas un sureau, ça? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui avait dit un forsythia tantôt? Ça se peut? Ça se peut. Je ne tinerai pas là-dessus. Mais bref, un exemple comme ça, dans le fond, on aurait pris... Dans le fond, tout ça est une croissance de l'année. C'est peut-être un peu grand pour essayer d'en faire une seule bouture. Donc, on aurait sélectionné juste, disons, une petite partie en haut, que généralement, peut-être juste pour le petit côté pratique, là, pour faire les boutures, nous, on l'aurait coupé, disons, à un angle à l'oblique pour optimiser la surface de contact qu'il va y avoir avec le sol, parce que c'est de là que la majorité des racines vont être initiées. Puis après ça, on pourrait juste le replanter. Quand on fait les boutures en verre, on les met, dans le fond, dans des multicellules comme ça, où on peut toutes les conserver ensemble, puis les amener dans une pépinière où, dépendamment du temps qu'on est dans l'année, on va utiliser différentes méthodes d'irrigation. Fait que comme ici, j'avoue, juste un élément qui est quand même assez important, qu'on n'aille pas peur de couper les feuilles, parce que dans le fond, quand on fait des boutures ou qu'on vient reproduire nos différents végétaux, il n'y a plus de racines, puis on a des feuilles. Parce que contrairement à la croyance populaire, c'est pas les racines qui poussent l'eau dans la plante, mais c'est les feuilles, dans le fond, qui tirent l'eau depuis les racines. Donc, si on a trop de feuillage par rapport au pas de système racinaire que la plante a là, la plante va se dessécher dans le temps de le dire. Fait qu'on veut quand même garder un petit peu de feuilles,
mais on va venir réduire la surface foliaire pour éviter l'évapotranspiration. Fait que dépendamment, quand on fait dans le fond ce type de bouture-là, un petit peu plus en saison chaude, on va utiliser ça sous brumisateur. Fait que dans le fond, ça va juste être une petite bruine qui va venir pour augmenter l'humidité un peu partout. Si on fait ça juste à la maison en plus petite quantité, on pourrait juste mettre, dans le fond, ce qu'on va voir souvent, c'est juste un dôme ou un sac de plastique qui va être mis au-dessus, puis on peut juste avoir un petit vaporisateur, puis une fois de temps en temps, pour garder l'humidité très élevée, ce qui va limiter justement l'évaporation au niveau de la plante. Fait que comme ça, dans le fond, on va les garder dans un espace, puis généralement, en l'espace de 3 semaines, 1 mois, il va y avoir des racines qui vont s'être formées, puis vont être prêtes à retransplanter. Fait que vous voyez comment des pépinières, c'est facile de faire de l'argent. Je veux dire, c'est littéralement, ils la font pousser, là, l'argent pousse dans les arbres pour eux. Sinon, l'autre méthode, puis nous, c'est ce qu'on utilise le plus, juste parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, c'est sur du bois à ôter. Fait que ça, dans le fond, au lieu de prendre de prélever des rameaux de l'année, on va prendre des rameaux de l'année précédente quand c'est en période de dormance, donc généralement pendant l'hiver. On va pouvoir garder ces rameaux-là de côté, ou sinon que ce soit tout juste au début de la saison, quand ça commence à débourrer. Oui, c'est ça. Dans le fond, les exemples de ce qu'on utilise le plus souvent, ça va être la vigne, le sureau, puis toute la famille des ribes, donc les groseilles macro, cassis, etc. Parce que ça nous demande vraiment pas beaucoup de temps, et vous allez voir pourquoi dans cette jolie suite de diapositives. Donc, quand on commence puis qu'on se dit qu'on va aller prélever, par exemple, comme ça, ici, dans le fond, c'est des tiges de cassis. Fait qu'on se prépare, c'est très simple, un sécateur, un seau d'eau. Généralement, ce qu'on va faire aussi, c'est préparer de l'eau de saule. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la chose. Parce qu'on va utiliser une hormone d'enracinement, mais ces hormones d'enracinement-là, dans le fond, c'est des hormones commerciaux. Mais il y a moyen de faire une préparation d'eau de saule qui est une hormone d'enracinement naturel. Saule. D'accord. Saule, hein? Parce que, comme nous, à la ferme, dans la haie brise-vent, à l'arrière, on a quelques saules pleureurs. Ça va? Tout le monde comprend? Fait qu'on va au printemps, quand ils sont encore très verts, parce que les saules s'enracinent vraiment facilement. Si vous avez peur de ne pas avoir le pouce vert ou de ne pas être capable de faire de bouture, là, commencez à aller chercher un saule. Je trouve ça vraiment drôle. Allez chercher une de ces plantes, faites juste couper des rameaux, mettez ça dans le sol. Sérieusement, si vous n'arrivez pas à faire une bouture de saule, là, il y a peut-être un problème. Généralement, c'est parce qu'il faut que la tête soit en haut. C'est ça comme ça. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre certains de ces rameaux-là qui sont encore verts, les rameaux de l'année d'avant, donc ceux qui sont les plus verts. On va en couper tout plein. On va après ça les recouper en petits morceaux ou les assommer les taper à la mâche, juste parce qu'on veut les éclater le plus possible. On va les recouvrir d'eau. Donc, vous comprenez, le coupage et le martelage, c'est vraiment juste pour augmenter la surface de contact des tissus du sol qui sont en contact avec l'eau. On va laisser ça dans l'eau de 24 à 48 heures. On va quand même venir le brasser une fois de temps en temps parce qu'on ne veut pas que ça fermente. Mais ensuite, on va juste venir filtrer. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver cette eau-là qui va avoir pris une petite teinte comme jaunâtre, verdâtre. Et on peut utiliser cette eau-là comme un hormone d'enracinement. Fait que nous, souvent, c'est ça qu'on va utiliser dans le petit seau d'eau dans lequel on vient prélever, parce que ça nous arrive relativement fréquemment de commencer, on s'en va dans le verger, on prélève plein de boutures, on les met dans notre petit seau d'eau, là on se dit « Ah, on va aller prendre une pause pour dîner. » Après dîner, ça nous tente de faire quelque chose d'autre. On oublie qu'on avait prélevé un paquet de boutures. Il reste là, 2 semaines plus tard, on arrive « Oh shit, les boutures! » Fait que l'avantage de les avoir dans l'eau de saule, c'est que souvent, ils vont déjà avoir commencé à faire des petites racines. Fait que comme ça, dans le fond, une fois qu'on les a toutes ramassées. Mais la plupart du temps, ce qu'on va faire avec des boutures comme ça, c'est qu'on va juste toutes les prélever en une matinée, puis nous, on va les planter directement dans le plastique. C'est pour ça que je dis que pour nous, c'est la manière la plus efficace. Fait qu'on va juste trouver un bout
sur le plastique. Je ne sais pas si Stéphane l'a expliqué, mais à cause de notre merveilleux sable à la ferme, faut qu'on irrigue. Puis dans les bandes de plastique, on a 3 lignes d'irrigation au goutte à goutte. Fait qu'il y en a une, dans le fond, au centre pour les arbres, il y en a une en avant et une autre en arrière, à peu près à 30 cm de celle du milieu. Donc, on va venir passer avec notre doigt pour essayer de trouver où est la ligne d'irrigation, parce qu'on veut mettre notre bouture le plus proche possible d'où elle va avoir de l'eau. Et on va venir avec un super outil improvisé, juste faire un trou. Puis ça donne bien, parce que dans le fond, le trou qui va être fait va être à peu près juste de la largeur de la bouture qu'on va avoir à faire. Parce que pour nous, c'est quand même important de ne pas faire des trous plus gros ou trop gros ou inutiles dans le plastique, parce que c'est ça qui est notre solution de contrôle de l'enherbement. Donc, on va rentrer notre petit troueur au complet, et ça donne qu'on a juste un guide pour nous donner la profondeur à aller chercher. On va venir prélever une des boutures qu'on avait choisies le matin. On va quand même tout le temps utiliser de l'hormone d'enracinement commercial, et ça, même si on a utilisé de l'eau de saule. Pourquoi? Juste pour nous donner le plus, disons, de chance de notre côté. Parce que si on utilisait juste l'eau de saule, disons qu'on utilisait une bouture comme ça, un cassis, qui est très, très facile à multiplier, je mets aucune hormone d'enracinement, j'ai, disons, 65 à 80 % de succès. Je mets de l'eau de saule, je vais monter à 90. Je mets de l'eau de saule et de l'hormone d'enracinement commercial, je monte à 95, 96. Fait que c'est juste parce qu'à la quantité qu'on en fait, on préfère mettre plus de chance de notre côté, parce que notre temps vaut plus cher que le petit pot d'hormone. Fait qu'une fois, dans le fond, qu'on l'a mis dessus, on voit ici la différence d'un côté. On met la belle petite bouture dans le trou. C'est quand même beaucoup de photos. Fait qu'on va, dans le fond, la rentrer jusqu'à la profondeur, dans le fond, du trou qu'on avait fait. On va venir retasser le sol sur le côté, et voilà, on a une nouvelle plante. Parce que dans 95 % des cas, ça marche. Fait que ça, dans le fond, on fait ça au printemps. On le voit, bottes de pluie, on a un climat assez humide au printemps. C'est le meilleur moment pour faire ça. Celle-là, elle est cuite au mois d'août. Chut! Généralement, c'est au printemps. Oui, on fait vraiment pas tout le temps les choses dans le meilleur moment. Il y a tout le temps comme ce que Stéphane disait, que je disais tout à l'heure, le sweet spot. Fait qu'il y a tout le temps un meilleur moment pour tout faire. Ça veut pas dire que si on sort, disons, de cette fenêtre d'opportunité, on n'a plus aucune chance, notre vie est finie. On peut quand même essayer, c'est juste que c'est peut-être pas le meilleur moment idéal. Je voulais juste demander pourquoi vous paillez avec des bâches en plastique et pas avec un paillis naturel. Ça n'a pas été expliqué ce matin, ça, non? OK, ben d'abord, je peux répondre à la question. Tout simplement parce que faut qu'on contrôle l'enherbement. À la superficie de verger qu'on a, on trouve que c'est trop gros pour l'étendre manuellement, parce que initialement, Stéphane avait essayé à l'implantation du verger avec du BRF. Du BRF, c'est magnifique, ça marche super bien, c'est aussi un amendement pour le sol, sauf qu'il faut en réétendre à toutes les années. Puis pour le réétendre à toutes les années, étant donné qu'on n'est pas une superficie assez grosse pour justifier économiquement l'achat d'un épandeur mécanique, on est pris pour le faire à la main. Et le faire à la main, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, année après année. Donc pour nous, on a trouvé que la solution la plus efficace, c'était un paillis plastique. Parce que il y a différents types de paillis plastiques, et nous, dans le fond, ce qu'on utilise, c'est un qui est très épais. La durée de vie de ces types de paillis plastiques-là, c'est estimé à 20-30 ans. Fait que c'est pas comme les petits plastiques chipettes qui sont utilisés en agriculture bio, qui sont à reprendre à toutes les années. Il y en a beaucoup qui vont finir par se décomposer tout seuls, mais ça, c'est des plastiques qui sont épais, qui sont stabilisés pour résister aux rayons UV et tout. C'est un peu l'équivalent de bâches d'ensilage. Question. Alors, on ne profite pas de la fertilisation naturelle à cause de la chute des feuilles et tout ça, là? Oui et non. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec... Vous avez vu tantôt le nombre de plantes qu'on a mis, dans le fond, pour 1,5 hectare de verger. Si vous calculez que chacun de ces plantes-là demande un trou au travers du plastique,
de chacun de ces trous-là. Stéphane a parlé ce matin de notre joie d'écouter le travail des vers de terre. Mais les vers de terre, c'est ça qu'ils font. Ils vont littéralement sortir des trous du plastique pendant la nuit, puis ils vont venir ramasser la litière forestière, dans le fond, les feuilles tombées, les petits bouts de branches, tous les trucs qui tombent sur le pays, puis ils vont les ramener dans les trous. Puis ça, c'est vraiment drôle parce qu'on le remarque quand on se promène dans le verger. Tu as plein d'endroits où sur le plastique, c'est complètement vide, puis tu as des amoncellements de matériel à quelque part. Tu tasses ce matériel-là, tu vois, il y a un trou dans le milieu. C'est les vers de terre, dans le fond, qui rentrent tout ce matériel-là en dessous du pays. Fait que je peux pas dire que ça inhibe totalement la fertilisation naturelle à cause de ça. Ensuite, pour un peu similaire à la bouture, dans le fond, la greffe, c'est un autre mode de reproduction. Pour les mêmes choses, les végétaux qui se multiplient mal ou pour lesquels on veut, dans le fond, greffer sur un porte-greffe. Fait qu'un porte-greffe, en fait, ça va souvent être la même espèce, mais qui va pouvoir confier des caractéristiques différentes qu'on souhaite avoir. Fait que, par exemple, qui va avoir une influence sur la vigueur de l'arbre. Fait que souvent, je crois savoir que les mi-tiges, hausse-tige, basse-tige, ça faisait la même chose que nain, semi-nain, puis... OK. Parce que nous, ce que vous appelez mi-basse, haute tige, nous, on appelle ça nain, semi-nain, etc. Mais dans le fond, c'est des cultivars de pommiers, par exemple, ou d'autres types de fruitiers qui ont été sélectionnés parce qu'eux ont un développement qui est connu, donc ils vont être beaucoup plus petits. Fait que leur système racinaire est plus petit, par exemple. Donc, si on veut avoir des arbres qui sont plus petits, on va venir surgreffer des variétés que nous, on veut sur ces racines-là. Fait que, par exemple, je trouve que Stéphane a des belles petites jambes musclées et moi, j'ai un beau torse et un beau haut. Mais disons que j'aime pas mes jambes qui sont trop longues. Bien, je viendrais couper Stéphane en deux, je viendrais me couper en deux, on se met l'un sur l'autre et on a le meilleur des deux mondes. Ben, en gros, c'est ça la greffe. Fait qu'on va venir, dans le fond, combiner les caractéristiques puis les différents attraits que le porte-greffe et le cultivar peuvent avoir. Fait qu'un exemple, si on a un poirier sur un aubépine, ça peut nous permettre de venir mettre un poirier dans un sol qui est plus calcaire, parce que normalement, il n'y a pas beaucoup de poiriers qui vont aimer ça. On va pouvoir accélérer la mise à fruit. Pourquoi? Parce que souvent, on va avoir, dans le fond, un système racinaire qui est déjà implanté. Ou si on vient avec des porte-greffes qui sont nanifiants, bien, dans le fond, il va atteindre sa maturité plus rapidement, donc il va produire plus vite. Ou la même chose, quand on vient prélever du matériel d'un arbre qui est déjà en production, génétiquement, cet arbre-là, dans le fond, est comme prêt à produire, donc il va produire plus rapidement. Disons, il y a certaines associations où tu vas, disons, drastiquement diminuer tes chances de succès si tu essaies ça. Ça ne veut pas dire que si tu en fais 2000, il n'y en a pas un qui va réussir. Mais moi, personnellement, quand je viens faire 2000 greffes, j'aimerais ça avoir un taux de succès de plus que 1. Ça dépend des fruitiers, parce que l'aubépine, dans le fond, est beaucoup plus près de la famille des malus, qui est la famille des pommiers. Fait que de venir greffer des pommiers ou des poiriers dessus, ça va y aller. Des pruniers, c'est beaucoup plus rare que ça va prendre. Mais ça, il y a des chartes qui existent sur Internet. Vous pouvez trouver ça, les différentes affinités qu'il va y avoir entre les différents porte-greffes et les cultivars. Fait que ça vient quand même vraiment du cas par cas. Il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. Essayez de rester dans la même espèce, ça va de beaucoup faciliter vos chances. Parce que dans le fond, nous, à la ferme, on a quelques porte-greffes. Dans le fond, on utilise juste 2 types de porte-greffes, disons principalement un. Puis il y en a quelques-uns sur lesquels l'arbre, le cultivar qu'on souhaitait produire, est mort pour une quelconque raison. Donc, le porte-greffe a retigé, et dans le fond, on l'a laissé devenir un arbre, parce que c'est à partir de ces arbres-là qu'on va venir prélever du matériel. Fait que souvent, quand on va venir les couper, ils vont redrageonner, puis c'est avec ça qu'on va le faire. Sinon, vous pouvez faire la même chose à la maison, juste de reproduire les porte-greffes de cette manière. Le marcotage est vraiment ce qui est utilisé le plus souvent pour produire les porte-greffes. Je vais revenir où j'étais. Je
crois que j'ai fait le tour. Oui, ou sinon, quelque chose qui est utilisé un petit peu plus fréquemment, c'est pour assurer une bonne pollinisation dans des sujets qui sont dioïques, parce qu'il y a certaines espèces qui sont dioïques, ce qui veut dire qu'ils ont besoin, dans le fond, d'un mâle et d'une femelle pour pouvoir faire la pollinisation. C'est pas comme les pommes, dans le fond, qu'une pomme peut se polliniser elle-même. La pollinisation va être grandement améliorée. La mise à fruit va être meilleure s'il y a plusieurs pommiers, mais c'est quand même une espèce qui peut se polliniser elle-même. Mais il y a quand on regarde, surtout, disons, les kiwis, les trucs comme ça, il y a dans le fond, des cultivars qui sont vendus en pépinière qu'on dit auto-fertiles. En fait, ils ne sont pas auto-fertiles, c'est juste que c'est un pied mâle qui est greffé sur un pied femelle, donc il y a les deux. Mais si par malheur, on coupe une des branches qu'on croyait qui était inutile, puis ça donne que c'était le mâle ou c'était la femelle, on n'aura pas de fruits sur ce merveilleux petit kiwi qui était censé être auto-fertile. Qu'est-ce qu'on favorise comme porte-greffe dans notre ferme? Nous, dans le fond, ce qu'on a, c'est ce que vous appelleriez des basses tiges. Dans le fond, c'est des pommiers nains, oui, parce qu'on veut des pommiers qui sont plus bas juste pour la facilité de récolte avec les membres. Parce que Stéphane parlait tout à l'heure des assurances. La même raison pour laquelle on veut essayer d'avoir le moins de plantes épineuses et tout, on ne veut pas que les membres aillent cueillir dans les échelles. C'est nous, dans le fond, qui font la cueillette de ce qui est le plus haut possible. Oui, on taille, mais c'est dans le fond des tailles de formation et tout. Mais on aime mieux aller avec des pommiers qui sont moins vigoureux, qui vont nous demander beaucoup moins de taille que d'avoir... C'est beaucoup plus facile de contrôler un arbre qui est censé atteindre 6 mètres à maturité, qu'on dit « OK, on l'arrête à 5,50 mètres », que d'essayer d'arrêter à 5,50 mètres un arbre qui va en faire 25. Le choix de basse tige ne favorise pas l'apparition de certaines maladies. Favoriser, c'est pas nécessairement les basses tiges. Il y a certains, parce que dans le fond, on parle de cultivars, donc c'est des clones. Il y en a certains qui vont être plus favorables à certaines maladies que d'autres. Mais aussi, en ayant une basse tige, on a un arbre qui est moins vigoureux. Moins vigoureux, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, il va pousser moins vite et tout, mais à quelque part, oui, il y a une moins grosse résistance aux maladies, disons de manière généralisée. Il y a des exceptions, ça c'est certain, mais de manière généralisée, je dirais que oui, à moins que on puisse me prouver tort, là. C'est correct ce que je dis? OK, c'est bon. Question, est-ce qu'on n'est pas mieux de surgreffer sur des variétés sauvages? J'aurais tendance à te dire oui. Ben, rendu là, c'est une opinion personnelle et non nécessairement professionnelle, mais c'est ce qui se faisait c'est ce qui se faisait beaucoup plus avant. Les porte-greffes, la plupart des arbres étaient des arbres standards, des arbres de haute tige. Dans le fond, c'était des arbres qui étaient reproduits par semis dans le paysage, puis c'est juste, à un moment donné, l'arbre commence à produire, on goûte ce fruit-là, arc, vraiment pas bon. J'aime mieux celui-là, donc c'est là qu'on va venir surgreffer ou venir amener une variété qu'on veut. Mais on gardait quand même une certaine, disons, diversité génétique, au moins du point de vue du porte-greffe. Aujourd'hui, on tend à perdre ça de plus en plus, tout simplement parce que dans une production plus conventionnelle, monoculture, en ayant tout exactement le même porte-greffe, tu perds cette variabilité génétique-là. Fait que si tu as le même clone en porte-greffe, le même clone en greffon, c'est assez facile d'avoir une standardisation dans tes arbres. Tu sais qu'ils vont tous réagir à peu près de la même façon. Ou si tu venais avec des porte-greffes différents, il pourrait y avoir une certaine variabilité là-dedans. Fait que là, dans le fond, je peux montrer quelques exemples de types de greffes, mais il y en a, je veux dire, il y a des livres complets qui existent là-dessus, puis d'un livre à l'autre, il va y avoir des méthodes qui sont différentes. Je veux dire, la liste en finit plus avec les différents noms, mais quelques-uns, disons, des plus faciles, et ce que nous, on utilise beaucoup, c'est le surgreffage. Le surgreffage, en gros, ça peut être soit quand on a une branche qui est assez grosse qu'on veut venir changer, ou dans le cas, disons, de ce que Stéphane racontait pour le verger. Initialement, quand il a voulu faire la transition vers un verger permaculturel, il ne savait pas que c'était aussi, disons, facile et que ça aurait pu être plus rapide pour la reprise du verger de surgreffer. Donc, la plupart ont été arrachés. Mais dans le fond, on peut surgreffer un pommier qui est existant, qu'on trouve qui commence à vieillir, à être fragile. Jusqu'à quelle taille? Je vous dirais, il n'y a pas tant de limites physiques que ça va plus être du point de vue de
sécurité ou de la bonne reprise de l'arbre. Je dirais généralement, quand on dépasse un calibre de, c'est quoi ça, c'est 20-25 cm de diamètre, ça commence à être très gros, puis avant que notre bouture vienne recouvrir la totalité de la surface qui a été coupée, bien, pendant très longtemps, ça reste une potentielle porte d'entrée pour des maladies ou quoi que ce soit. Fait que souvent, quand on va en avoir des trop gros, ce qu'on va faire, c'est une technique qui est très similaire au marcotage. On va juste rabattre l'arbre, comme ça va le forcer à ressortir, dans le fond, des nouvelles tiges, et c'est sur une de ces plus petites tiges-là qu'on va venir surgreffer. Mais on garde quand même tous les avantages du système racinaire qui est déjà en place. Fait que, ici, dans le fond, l'exemple, dans le fond, une greffe en fente, ça, c'est vraiment juste qu'on vient faire une incision, puis on vient s'assurer avec, dans le fond, notre greffon, qu'on va avoir un bon contact du cambium. Je ne sais pas si quand je parle de cambium, tout le monde est familier avec ce que c'est? Non? OK. Parce que chez les arbres et les végétaux ligneux, disons la plupart du temps, il y a quelques gymnospermes de la famille des conifères et tout, c'est pas pareil. Je parle de manière générale. Un arbre, je vais juste prendre, disons, cette tige-là, on peut sûrement le montrer. La partie vivante d'un arbre, c'est vraiment juste la fine couche qui est à l'extérieur, qui est verte. Ce qu'on va retrouver sur un arbre qui est un peu plus gros, qui est en dessous de l'écorce. Parce que l'écorce, en fait, c'est comme juste une espèce de membrane protectrice du cambium qui est en dessous. Ici, on a juste une toute petite écorce. Mais dans le fond, c'est tout autour de l'arbre, de la branche ou du végétal en question que se trouvent les cellules qui sont vivantes. La raison pour laquelle un arbre va pousser d'année après année, c'est parce qu'il pousse littéralement sur les cadavres de ces cellules des années d'avant. Donc, il y avait juste un rond à l'extérieur qui est la partie vivante, et d'année en année, il va croître. Puis, dans le fond, les cellules qui sont à l'intérieur, c'est ça qui va donner, dans le fond, le bois de cœur, le bois tendre, le bois dur. Fait que, je sais pas où je m'en allais avec ça. Oui, le cambium, oui. Mais l'exemple qu'on peut avoir du cambium, c'est vraiment quand on coupe un arbre, les cercles de croissance qu'on voit dessus, dans le fond, c'est les bouts de croissance qu'il y a eu à chaque année. Parce que, dans le fond, au printemps et à l'été, l'arbre ou le végétal en question pousse beaucoup plus rapidement. Fait que c'est pour ça qu'on voit, dans le fond, qu'il y a comme un allongissement un allongement dans le fond des cellules. Puis tout d'un coup, ça se met à ralentir. Fait que c'est pour ça qu'on voit un cerne de croissance. Puis ça repart après ça l'année d'après. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, ici, on le voit quand même assez bien. Assez bien, c'est minime, là, mais l'écorce, c'est vraiment comme juste la petite partie qui est ici à l'extérieur, qui sert à protéger le cambium, qui est la micro-partie à l'intérieur qui est vert. Fait que c'est ça, dans le fond, qui est vivant. C'est des cellules qui sont indifférenciées. Tout ce qu'ils font, c'est se reproduire. Fait que c'est pourquoi un arbre, dans le fond, il y a juste la partie du haut qui pousse vers le haut. Après ça, tout ce que ça fait, c'est juste de grossir. C'est pour ça que si on met un clou, disons, dans le tronc d'un arbre, puis qu'on revient 50 ans plus tard, le clou va toujours être à la même hauteur, et ça, même si l'arbre a triplé de hauteur. Mais bref, fait que ce qu'on va vouloir faire, c'est jointer le cambium de notre porte-greffe avec celui de notre greffon. Fait qu'on va venir faire comme celui-là, dans le fond, c'est une fente complète qui a été faite à l'intérieur, ou sinon, on peut juste faire couper à l'intérieur du cambium puis de l'écorce pour soulever le cambium et faire, dans le fond, une coupe en biseau ici pour rendre le cambium apparent pour qu'on puisse avoir un joint qui soit fait entre les deux. Fait que quand on vient les coller ensemble, il va y avoir une cicatrisation qui va être faite. La sève va continuer, dans le fond, à bouger entre les deux, puis notre greffon va prendre. Fait que on va les mettre ensemble, puis on va juste les ligaturer, dans le fond, les attacher ensemble pour s'assurer qu'il y ait un bon contact. Puis souvent, on va juste venir protéger, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça reste quand même une grosse coupe, donc il y a des risques d'entrée de maladie et tout. Fait que c'est pour ça qu'on va essayer de protéger la surface. Fait qu'ici, on voit un exemple, disons, sur un arbre il est tombé, il n'était pas beau, il est arrivé quelque chose.
Donc, on va juste faire une coupe pour conserver un appel de sève. Un appel de sève parce qu'on veut encore qu'il y ait de la sève qui monte, passer où on va faire notre greffe. On va venir faire 2 fentes, insérer nos sillons. Les sillons, dans le fond, c'est les bouts du végétal qu'on veut garder comme cultivar. On va venir protéger le tout. Une fois, dans le fond, qu'on voit que la greffe a pris, ça, on le voit, dans le fond, au printemps d'après, quand pas au printemps d'après, non. Le printemps qui arrive, quand les bourgeons débourrent, qu'il y a des feuilles, que let's go, ça y va, il n'est pas en train de tout dessécher puis mourir. On voit que ça l'a pris, fait qu'on va venir couper la pelle de sève. Puis ici, on le voit, dans le fond, après quelques années, une fois que la greffe a cicatrisé puis commence à avoir de la croissance. Fait qu'il y a différents exemples comme ça. Sinon, un autre type de greffe qu'on peut utiliser, ça va être en coulée. Celui-là, ça ressemble un petit peu, mais je vous dirais celui qu'on utilise le plus souvent, c'est en écusson. En écusson, ça va être, dans le fond, on va prélever juste un bourgeon de la plante qu'on veut, puis ce qu'on va venir, c'est qu'on va venir insérer le bourgeon dans un autre. Fait que, disons ici, on a une branche de pommier d'un diamètre similaire de où on veut aller sur notre porte-greffe sur une autre branche. Fait qu'on va venir couper pour juste prélever notre bourgeon. On va faire une fente en T qu'on va ouvrir, insérer notre bourgeon à l'intérieur. C'est bien, j'ai pas tombé, moi. Pour ceux qui étaient là jeudi. Après ça, une fois, dans le fond, que les deux sont bien en contact, je vais venir entourer le tout pour les protéger. Souvent, on va utiliser un tape. Non, pas du scotch, mais un élastique ou on va dire un raffia. Oui, en tout cas, quelque chose en paraffine juste pour venir l'entourer pour limiter l'assèchement puis les pertes d'eau. Fait que comme ça, dans le fond, ce qui va arriver, souvent on va faire ce type de greffe-là vers la fin de l'année, quand dans le fond les bourgeons sont prêts pour l'hiver. Fait que disons en septembre, pour nous, ça va être en août et en septembre qu'on va faire ce type de greffe-là. Fait que quelque part au mois d'octobre, on va le voir. Si le bourgeon est rendu tout gris puis s'est desséché, ça n'a pas pris. S'il est encore vert, c'est beau. On peut enlever la protection qu'on y avait mis. Et au printemps d'après, quand ce bourgeon-là va éclore, il va faire une tige. Éventuellement, on va couper le reste de la branche qui est au-dessus. Puis c'est comme ça qu'on va avoir un nouveau plant. Ou si on était sur un arbre pour faire plusieurs variétés sur le même arbre, ça nous donnerait une partie avec une autre variété. Fait que ça, c'est un exemple. En fait, il y avait juste le petit bourgeon qui est ici, fait qu'on le voit le printemps d'après, quand il commence à débourrer, ça va commencer à faire une petite plante, puis c'est comme ça que ça y va. Fait que ici, dans le fond, c'est un poirier sur un poirier usuriens. Fait que ici, dans le fond, ce nez, dans le fond, un exemple d'arbre multigreffe, c'est un prunus, je crois, qui, dans le fond, ils l'ont pris, ils l'ont greffé, puis ici, on voit... C'est juste un schéma des différentes branches qui sont chacun d'un cultivar différent. Fait qu'avec les prunus, ce qui est intéressant, c'est toute la famille des les prunes. Je veux dire, vous pourriez avoir des prunes, des amandes, des nectarines, des pêches, des cerises, l'ensemble sur le même arbre. Fait que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. On peut faire la même chose avec les poires, avec différentes variétés de poires ou avec des pommes. Fait que ça peut être intéressant, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus principalement en agriculture urbaine, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup en agriculture urbaine à Montréal. Puis pour quelqu'un qui a une petite cour, puis que tu veux... C'est bien d'avoir un pommier, mais à un moment donné, tu as juste trop de pommes qui arrivent toutes au même moment. Fait que quand on a un petit arbre, bien, ça peut être plus intéressant d'avoir 4 ou 5 cultivars. Fait que dans le fond, sur notre même arbre, on va voir à différents moments de la saison, il y a différentes pommes qui vont être prêtes. Fait que ça permet de rallonger la récolte sur un même arbre. Oui. Si c'est possible de greffer un vieux pommier sur un prunier sur un jeune prunier, est-ce que c'est le même cultivar? Parce que si c'est le même cultivar, je te dirais, ça ne te sert pas à grand-chose. Si c'est un cultivar différent, oui. La seule chose, c'est que pour faire une greffe en écusson, tu ne vas pas faire ça, dans le fond, sur un tronc qui est assez âgé. Fait qu'il va falloir que tu aies une branche qui est un petit peu plus... Oui, donc c'est ça, oui. Donc tu peux facilement, oui. Puis c'est pour ça, même si à la limite tu voulais le greffer sur un autre vieux, c'est juste que tu le ferais pas sur le tronc central, tu le ferais à partir d'une des branches, juste parce que l'écorce est trop dure, tu réussis mal à l'ouvrir puis à insérer le bourgeon dedans. Mais c'est purement pour des raisons pratiques, mais en théorie, il n'y a pas de problème.
À savoir si dans un arbre multigreffe, avec le temps, il n'y a pas des risques de compétition entre les différents cultivars. C'est ça la question? Je la répète. Oui. D'une manière, je te dirais, très pragmatique, ces arbres-là, c'est pas des arbres naturels. On retrouve pas vraiment ça dans la nature. Ça demande quand même beaucoup d'efforts d'en arriver là. Fait que, disons, d'utiliser cette solution, c'est de le faire en toute conscience qu'il va y avoir quand même un certain entretien à faire là-dessus. Fait qu'en fonction, c'est certain, si on a tous des cultivars de vigueur différentes qui sont surgreffés sur le même arbre, bien, c'est certain qu'il y en a qui vont pousser plus rapidement que d'autres, puis qu'éventuellement, il y en aurait qui auraient tendance à prendre le dessus. Fait que c'est là, dans le fond, qu'on va venir le contrôler avec la taille. Il mettait les cultivars qu'il savait qui sont les moins vigoureux, il les mettait au sommet de l'arbre. Ceux qui étaient mi-vigoureux, il les mettait sur le côté. Et ceux qui étaient vraiment les plus vigoureux, il les mettait complètement dans le bas. Donc, ils étaient déjà le plus ombragés. C'est comme ça qu'ils réussissaient à contrôler leur vigueur pour être plus ou moins égales. Mais il faut connaître, en partant, la vigueur de chacun de ces cultivars-là, naturellement. Fait que conclusion, il y a un contrôle de la vigueur à faire. On peut le faire avec notre cerveau ou avec nos sécateurs. Quelques porte-greffes peuvent avoir des impacts sur le goût du fruit. Rendu là, je crois que quelqu'un en arboriculture pourrait répondre de manière plus efficace que moi. Mais sur le goût, je ne sais pas. Sur la taille, oui. Donc, à quelque part, peut-être. Sûrement que si on a un système racinaire qui est plus vigoureux, il réussit mieux à aller chercher ses vitamines, ses minéraux, dans quelque chose de plus riche. Je ne sais pas, rendu là, c'est totalement hypothétique, ma réponse. Le même cultivar va avoir des saveurs différentes dépendamment dans quel type de sol qui est planté. C'est ce qu'on appelle le terroir. Ça va d'autres questions? Je vais juste rapidement, dans le fond, les différents outils de plantation qu'il peut y avoir. Comme nous disons, c'est pas ça qu'on a utilisé pour planter la première partie du verger, mais c'est vers ça qu'on veut aller pour les prochaines. Dans le fond, au lieu de tout faire à la main et ensuite revenir pour mettre du plastique de chaque côté, mais dans le fond, il y a des outils qui sont disponibles sur le marché déjà pour faire ça à plus grande échelle d'une manière beaucoup plus économique. Puis sinon, dans le fond, pour disons, des parcelles de plus petite surface, ça peut valoir la peine de s'équiper avec de l'équipement qui est utilisé en milieu forestier. Fait que comme ça, dans le fond, c'est juste des harnais qui sont ergonomiques, qui sont vraiment efficaces pour qu'on mette, dans le fond, tous nos petits transplants. On peut se promener avec ça. Puis on a un transplanteur qui nous évite de se mettre à genoux à terre à chaque fois. Fait qu'on peut juste d'un mouvement très rapide planter nos végétaux. Fait que c'est quand même des outils qui vont être efficaces puis qui vont améliorer l'efficacité. Juste rapidement, de parler de la protection. Nous, principalement, ça va être contre les mulots qu'on va vouloir se protéger dans le verger, parce que les herbivores, on va les contrôler. Ça, c'est pas une photo de notre verger, mais les herbivores, on va juste les contrôler par des clôtures électriques. Fait que dans le fond, c'est des barrières physiques qu'on va venir bouger autour des arbres, ou la même chose quand on passe avec les poulets, avec des dindes, avec quoi que ce soit dans les allées. Il va y avoir une barrière physique / électrique pour les empêcher d'avoir accès aux arbres. Mais pour ce qui est des mulots, des chevreuils ou quoi que ce soit d'autre, il peut y avoir des tubes, dans le fond, qui soient mis autour des arbres pour les protéger. Il y a vraiment une foule de produits qui existent. Mais nous, ce qu'on tend de plus en plus à utiliser, puis je parle tant à la ferme que sur les autres projets de ferme auxquels je participe quand on fait des plantations, c'est des treillis métalliques de 6 cm. Ouais, on va avec du quart de pouce, c'est encore... Un demi-centimètre. Ouais, ça ressemble à ça. 5 mm. Non, ouais, 5 mm. C'est plus du 6 mm, ouais. Excusez, petit calcul mental de standard à métrique. Fait qu'on va avec des treillis métalliques. Souvent, c'est utilisé pour des cages à lièvres ou des cages à lapins ou des trucs comme ça. Fait que c'est intéressant parce que ça a quand même une certaine rigidité,
Donc, quand on le plante, ça va réussir à se maintenir tout seul. Puis c'est assez durable dans le temps. C'est souvent en acier inoxydable, donc on va pouvoir les réutiliser par la suite. Fait qu'on met ça pendant les premières années, principalement pour se protéger des mulots. Nous, étant donné que les mulots, ils ne vont pas dans le sol, on n'a pas à vraiment les mettre dans le... On fait juste les... Ça, c'est un avantage quand même. Il fait fret chez nous, mais on n'a pas de campagnol. Fait que... Rendu là, je sais pas si je suis la meilleure personne pour parler de la lutte contre les campagnols, parce que j'ai aucune expérience avec ça, donc tout ce que je peux dire, c'est suggérer des choses. Mais c'est certain que de l'entrer dans le sol, ça peut pas nuire, mais rendu là... OK. OK. Ce qu'on a dit, c'est qu'il faut au moins 30 cm pour les campagnols et en dessous. C'est ça. C'est ce que j'aurais eu tendance à croire, que dans le fond, à la plantation, on vient... Puis, dans le fond, c'est quoi? Ça reste de ne pas être des treillis métalliques, parce qu'avec des treillis métalliques, on aurait une restriction sur les racines. Donc, c'est quoi? D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est tressé, donc les racines en grandissant vont défaire le treillis qu'il peut y avoir. Sinon, oui, je pense que c'est pas mal ça. Puis la dernière, juste tantôt, dans les différents types de greffes, ici, on a un exemple typique de dommages que les mulots peuvent faire chez nous au verger quand on arrive au printemps. Dans le fond, c'est qu'à l'hiver, sous le couvert de neige, ils vont avoir manqué de sources de nourriture. Fait que s'ils trouvent rien de plus intéressant, ils vont arriver puis ils vont manger des troncs. Sinon, une des choses qui est quand même prônée beaucoup, principalement par Sepp Holzer puis en permaculture, de ne pas tailler, dans le fond, les branches les plus basses des arbres. Disons que j'ai une opinion mitigée sur le sujet pour la circulation d'air et tout ce que Stéphane a pu compter pour les maladies. Mais l'avantage que ça va avoir, c'est qu'en gardant des branches beaucoup plus basses, ces branches-là vont être attaquées en premier par les mulots, les campagnols ou quoi que ce soit, au lieu de venir par le tronc, parce que les branches sont plus jeunes, donc plus agréables à manger. Mais si on a des problèmes comme ça, puis qu'on les voit rapidement, qu'on les voit dans le fond tout de suite à la sortie de l'hiver, c'est quand même, je veux dire, il n'est pas trop tard. Notre arbre il est pas trop tard. Notre arbre n'est pas encore mort parce que toutes les parties aériennes dans le fond sont en dormance. Fait que c'est là que ce qu'on va voir, c'est des greffes en pont. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser carrément, comme ici dans le fond, ce qu'on a utilisé, c'est juste des porte-greffes carrément qui étaient avec un nouveau système racinaire, qui ont été ici greffés à l'intérieur, au-dessus de la partie qui avait été endommagée. Mais si, dans le fond, la partie endommagée est plus élevée, il y en a qui vont juste faire, dans le fond, une greffe. C'est pourquoi ça s'appelle un pont, parce que ça ressemble vraiment à un pont. On va venir greffer en dessous d'où il y a le dommage pour venir au-dessus. Fait qu'en mettant plusieurs, on va réussir à conserver une certaine circulation de la sève. Puis avec le temps, dans le fond, l'ensemble de ces greffes-là vont croître jusqu'à venir fusionner ensemble puis venir, en quelque sorte, réparer les dommages qui ont été causés. Fait que c'est quelque chose qui est quand même labor intensive, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Fait que c'est certain, si vous avez comme juste 2, 3 ou 4 arbres dans votre cour, puis vous venez d'en perdre 2 ou 3 dans un hiver, ça peut valoir la peine, mais à l'échelle du verger, c'est un petit peu plus difficile. Comme ici, l'exemple qui est ici, dans le fond, c'est un pépiniériste qu'on a au Québec. C'est un arbre multivariété sur lequel il y a une partie de sa collection de cultivars de poires, donc il ne pouvait pas se permettre de perdre cet arbre-là. Donc, c'est ce qui a justifié le travail supplémentaire que ça a pu représenter. La fertilisation, on pourrait en parler, disons, plus en détail. La diapositive sur laquelle vous parlez, c'était dans le fond les semis. Il y a différents types de fertilisation qui peuvent être utilisés, mais oui, l'urine est quand même très forte en azote. Fait que, je veux dire, c'est quelque chose qui peut être fait, mais on va avoir tendance à vouloir la diluer parce que sinon, ça peut être trop fort puis brûler littéralement les racines et le plant. Fait que juste de diluer, dans le fond, une partie d'urine dans 10 parties d'eau, généralement, ça va le faire. Fait que c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Mais sinon, même, je crois, dans un verger, c'est qui avait dit ça? Ça demande une vingtaine, disons, de voyages, de visites à un arbre par année pour combler la totalité de ses besoins en azote. Fait que, messieurs, le seul truc qui est important, c'est de changer, de ne pas toujours aller sur le même arbre, parce que ça peut causer des problèmes.
C'est certain, je peux vous parler des distances que nous, on a au verger, mais la distance de plantation entre vos arbres va varier en fonction d'un paquet de facteurs, principalement le type de porte-greffe, la vigueur que vous choisissez comme porte-greffe. Si vous choisissez un arbre qui, à maturité, fait 7 mètres de hauteur avec une couronne qui fait 6 mètres et demi, c'est certain que tu ne vas pas les planter à la même densité qu'un arbre qui va venir à 1,50 m de hauteur puis qui va avoir une envergure de peut-être 1 mètre de diamètre. Fait que tu vas pouvoir les planter beaucoup plus densément. Fait que pour nous, dans le fond, les arbres sont plantés, c'est 2,50 m sur le rang, 4 mètres entre les rangs. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça va dépendre du déploiement de l'arbuste. Si on a un arbuste qui est plus gros ou plus petit qu'un autre, mais généralement, on a des arbustes qui font à peu près 1,50 m de hauteur de largeur aussi. Fait que ça ne nous dérange pas d'avoir une partie de l'arbuste qui vienne sur l'arbre. Fait que comme Stéphane a dit, c'est à peu près ça, 60-70 cm.